quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Il y a au moins un mec sur Terre qui n'est pas d'accord avec toi. Et après, je me suis rendu compte d'un truc encore pire, c'est que quoi que tu dises, eh ben en fait, il y a un mec qui est d'accord avec toi. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Oussama Hamar. Salut Oussama. Salut. Tu es du coup le fondateur de The Family, mais tu as fait évidemment beaucoup d'autres choses dans ta vie. Mais du coup, cet avenir du remote, on voit qu'il y a énormément d'entreprises qui ont emboîté le pas. Où est-ce que ça peut aller dans le futur? Est-ce qu'on va continuer d'aller de plus en plus vers ça? C'est comme tout en fait, c'est des pendules tout ça, tu vois. Les gens ils vont à l'extrême d'un côté, puis après ils vont revenir à l'extrême de l'autre. Tu vois là en ce moment, les grandes boîtes sont pas connes. Je veux dire les Facebook et tout se rendent compte que de toute façon il n'y a pas tant de vie sociale que ça dans leur bureau. C'est de toute façon des grands monstres inhumains. Donc que les gens ils soient chez eux ou au bureau, ça change pas grand chose pour faire des tâches très répétitives qui font tourner la bête, tu vois. C'est mieux pour faire tourner la bête? C'est pas mieux, mais je pense que si t'as pas une très très forte valeur ajoutée, le remote c'est assez génial parce que tu peux faire des tâches de travail dans ton coin avec une grande qualité de vie. Si t'es une boîte comme Facebook, d'un seul coup tu peux recruter des gens en Inde, en Chine, en Afrique, en Maroc. Même si tu les perds, il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut payer les gens globalement pareil ou adapter par pays. Il me semble que Facebook veut adapter par pays, Stripe par exemple paye globalement pareil. Mais de toute façon, à leur échelle, c'est des centimes tout ça. Donc ils s'optimisent un peu ou pas, ils gagnent tellement d'argent. Mais résultat, ils ont accès à une matière humaine globale. Et après, faut reconnaître que rien ne remplace de vivre au même endroit et travailler à fond sur un projet en créant une camaraderie. Je veux dire, si tu regardes toutes les boîtes remote successful, c'est toujours des trucs un peu boring. C'est toujours des SaaS. Je veux dire, Tesla aurait pas été créé en remote. Je veux dire, les mecs qui font SpaceX, s'ils avaient été en remote, leur vie aurait été compliquée. Au final, il y a une grande part d'événementiel aussi, de ouais. formation, de coaching. Ouais, non. Parce qu'en fait, The Family avait deux aspects. Ça avait un aspect communautaire local, depuis toujours, et qui est la chose que les gens valorisaient le plus sur The Family. Et ça a toujours eu un aspect remote, puisque les meilleurs entrepreneurs de The Family ne venaient jamais à nos events, et ils travaillaient déjà naturellement avec nous en remote. Donc, la version en ligne de The Family est forcément une version beaucoup plus élitiste, qui s'occupe un peu moins de la communauté, mais qui forcément a des résultats, des retours sur investissement beaucoup plus élevés. Ça coûte beaucoup moins cher, etc. Et je pense que ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'avant, on faisait des événements, on animait la communauté, etc. Non pas parce qu'on en avait besoin pour le business, mais vraiment parce que ça nous plaisait. Et que c'était un moment de vie, tu vois. Moi, quand j'ai créé The Family, j'avais 26 ans. C'était cool, quoi, tu vois. Est-ce que vraiment, dans 10 ans, j'ai encore envie d'être à faire des dîners et à voir des gens qui viennent me casser les burnes au bureau sans avoir pris rendez-vous? Peut-être pas. Donc tout ça, c'est des moments, en fait. Et pour le coup, le Covid a été une chance incroyable pour nous. Parce que ce que tu perds sur la communauté, l'ancrage local et tout, tu le gagnes à une échelle incroyable sur ta capacité à travailler avec le top 1% dans tous les pays. Par exemple, tu vois, moi, je travaille là depuis 6 mois avec un entrepreneur aux Philippines, qui est l'un des meilleurs entrepreneurs qu'on ait jamais eu à The Family. Et c'est trop agréable d'établir des relations comme ça à distance. On travaille avec un entrepreneur en Amérique du Sud. Ça aurait été pré-Covid, c'était inimaginable qu'on puisse aider des gens comme ça. Post-Covid, ça a l'air d'être tout à fait la norme. Ok, je comprends, mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette perte peut-être d'émulsion d'idées ou de brainstorming qui aussi fait naître... Bullshit tout ça. Tu penses? Ouais. Les startups n'ont pas besoin de brainstorming d'idées, ils ont pas besoin... Après, ça c'est ce qui plaît aux gens dans le monde des startups. Il faut vraiment faire la distinction entre l'utile et l'agréable.
Je dis pas que c'est pas agréable, hein. Franchement, c'est hyper agréable de refaire le monde, c'est hyper agréable de rencontrer des gens, d'être excité par leurs idées et tout. Maintenant, quand tu vois les gens qui délivrent dans le monde des startups, en général, ils sont très focus, ils brainstorment pas beaucoup. Moi, j'ai jamais vu une bonne boîte brainstormer, hein. Le brainstorming, c'est quand même des trucs de boîtes qui ont du temps. Ouais, c'est des trucs de branleurs, c'est des boîtes qui ont du temps. Les boîtes qui ont du temps, c'est les boîtes qui n'ont pas de product market fit. Mais en général, quand tu as un product market fit, brainstorming, tes journées, elles passent tellement vite quand tu as un product market fit, tu as tellement de choses à faire, d'aller brainstormer sur la comète, c'est des trucs de riches, quoi. C'est pour ça que les grands groupes brainstorment beaucoup. Parce qu'ils ont plein de gens qui foutent rien, et ils ont besoin de les occuper, quoi. Donc ça brainstorm. Mais est-ce qu'un jour, d'un de ces brainstorming est sorti quelque chose de vraiment fondamental? Non. D'incrémental, oui. Il y a plein de choses incrémentales, plein d'améliorations, plein de trucs. Et encore une fois, je ne dis pas aux gens d'arrêter de le faire. C'est même pas un jugement de valeur. C'est même très agréable. Mais si tu regardes l'essence fondamentale de qu'est-ce qu'une startup qui scale, qui a envie d'aller conquérir le monde et qui est dans cette mentalité de scale rapide et puissant, bah c'est plutôt la communauté, c'est plutôt un poison, hein. C'est plutôt le truc qui va te faire perdre du temps, qui va te donner les mauvais réflexes, qui va te donner de mauvais benchmarks. Tu finis toujours par être les gens que tu fréquentes. Donc quand tu fais une startup, vaut mieux fréquenter personne et être très focus, quoi. Et aller chercher ta... Et d'ailleurs, je le vois, hein, je veux dire, si tu regardes les fondateurs d'Algolia, les fondateurs de Payfit, les fondateurs de Hitch, toutes les boîtes qui valent plus de 100 millions dans notre portefeuille, elles sont faites par des gens qui n'ont pas le temps d'aller au moindre truc de l'écosystème, hein. C'est une tension marrante, en fait, entre... Est-ce que c'est pas une question de chronologie également? C'est-à-dire, il y a peut-être le Non, début, on brainstorm, après on trouve le produit market fit, ils ont jamais été. J'y crois pas à ça. Ils y ont jamais été. Je pense que c'est une mentalité dès le début. Ouais, je pense. Je pense que c'est dur d'acquérir une... Je pense que c'est dur de devenir focus. Je pense que les gens focus le sont pour des raisons assez naturelles dès le début. Mais devenir focus, c'est une torture. Mais comment devenir focus? Je sais pas. Si tu trouves la moyen, tu me le dis, hein. Après... Qu'est-ce que tu vois du coup de commun avec tous ces entrepreneurs qui réussissent justement à passer ce cap? En général, les gens que je trouve pas très focus et qui le deviennent, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc la puissance de l'absence de choix de ta boîte peut aider, mais ils sont en souffrance. C'est vrai que pour le coup, l'une des vraies aptitudes préalables à avoir, c'est avoir un sens naturel du focus, quoi. Et donc du coup, est-ce que le fait d'accompagner ou d'aider une startup, parfois ça peut aussi les empêcher d'être dans la difficulté pour justement être focus obligatoirement? Ouais, alors... Quel est l'équilibre à trouver? Alors, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, moi, ma philosophie à The Family depuis le début, c'est toujours de poser la question, non pas comment aider une startup, mais comment accélérer les hypothèses cachées les plus fondamentales qu'elle a. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que cette startup puisse avoir une réponse à son intuition beaucoup plus rapidement que si elle était seule. Donc, je sais pas, est-ce que c'est rencontrer les bonnes personnes, est-ce que c'est capitaliser la boîte mieux que si elle la capitalisait elle-même, ça peut être stratégiquement être mis en avant avec notre pouvoir de marque pour créer un effet halo. Mais c'est vraiment, on cherche le cheat code. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Mais d'expérience, tu peux pas faire grand-chose de plus que d'aider les gens à passer à l'étape d'après. Tu peux pas vraiment faire le travail à leur place. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de gens sur LinkedIn qui font des analyses rétrospectives des startups et de leur échec. On le fait en foot, donc pourquoi on le ferait pas dans les startups? Ça, c'est un sport national. C'est vrai. Et ce qui me fait rire à chaque fois que je dis ça, c'est que les hypothèses des types qui font ça, c'est que l'information est complète. Donc le mec, au moment où il a fait son erreur, il avait toutes les infos possibles et c'était un abruti. 2, qu'en fait, eux, ils auraient fait mieux. On se demande bien pourquoi on leur a pas demandé un conseil ou une opinion. Et 3, que c'était évitable. Alors que moi, de l'intérieur, ce que je vois, c'est que la plupart du temps, les murs sont invisibles. Je sais pas d'où ils viennent. 2, ils sont inévitables. Et 3, la capacité des gens à les surmonter ne passe pas par le fait qu'ils les évitent, mais qu'ils les détruisent.
Et c'est pas du tout la même approche, en fait. Et c'est vrai que cet intellect français qui se dit, oh là là, il a foncé dans un mur, il est mort. Pour toi, c'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse, ouais. Il faut foncer dans les murs et survivre, et que c'est rare de survivre, en fait. C'est pour ça que c'est la norme pour les startups d'échouer. Parce que c'est très, très, très dur de réussir une startup. J'ai vu et j'ai lu que tu avais dès 12 ans commencé à faire des sites de e-commerce, on pourrait dire d'une certaine manière. Ouais, alors à l'époque, ouais. Disons plutôt des sites vitrines. Des sites vitrines que tu avais déjà revendus à l'époque. Comment ça t'est venu aussitôt, cette volonté de faire du business, et comment tu le transmettrais, toi, à un gamin de 12 ans? Oh. Alors déjà, ne surtout pas le faire. Parce que c'est trop tôt. Enfin, la dernière chose que je souhaite à un gamin de 12 ans, c'est de faire du business, quoi. Jamais de la vie, moi, avec mes neveux et nièces, je leur casserai les couilles à faire du business aussitôt, quoi. C'est quel âge, l'âge pour commencer? Je sais pas, 18, 20, 25. À mon avis, d'abord, je pense que le meilleur âge pour commencer, c'est quand t'en as vraiment envie et que personne n'a besoin de te dire de le faire. Donc je crois beaucoup, moi, au fait qu'il faut laisser les gens tranquilles et que s'ils ont une vocation entrepreneuriale, elle viendra d'elle-même. Moi, j'ai jamais essayé de susciter dans ma famille la moindre vocation entrepreneuriale. D'ailleurs, je le vois, hein, mes rares neveux et nièces qui vont devenir entrepreneurs, je vois déjà lesquels c'est. Et en fait, c'est fou à quel point il n'y a pas besoin de leur dire, quoi. Et comment tu le repères? Parce que ça se voit dans leur attitude, ça se voit dans leur mental. C'est des gens qui demandent jamais l'avis de personne, ils demandent jamais la permission, ils en font toujours qu'à leur tête. Ils ont envie d'avoir de l'argent, ils sont très indépendants. Mais t'as pas besoin, dès que t'as des gens qui commencent à te dire oui, alors je rêve un jour de faire une boîte, tout, ouais, bon courage mon frère. Ça viendra pas comme ça en fait. Et en plus, donc moi là, j'ai commencé parce que je voulais gagner de l'argent et que j'avais pas d'argent et j'étais aussi con que ça. D'ailleurs, moi j'ai mis des années à comprendre que j'étais entrepreneur. Hein. Enfin, le mot n'existait pas à l'époque, il y avait pas de rôle modèle. Puis j'étais pas Steve Jobs, quoi, tu vois. Moi, quand j'ai grandi, les entrepreneurs, c'était Steve Jobs. Donc, si t'étais pas Steve Jobs, t'étais pas un entrepreneur. Donc, c'était un peu lourd. Donc, ouais, la barre, elle était haute. Tu vois, mais il y a eu ça aussi dans les années 2005-2010 sur Facebook, Twitter, YouTube. Exactement, ouais. Donc bon, c'était pas, il y avait pas eu coup d'état. Il y avait pas des mecs qui sur YouTube disaient comment faire. Et pourquoi je le souhaiterais à personne? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à gagner ta vie tôt, t'as plein d'emmerdes très tôt. Et ces emmerdes t'enlèvent énormément de liberté d'esprit. Et plein de choses. Tu dois de l'argent à des gens, tu travailles avec des gens, tu te fights, t'as des ondes négatives dans ta vie. Enfin, quand tu fais du business, t'as plein d'emmerdes. Tu sors de la naïveté, quoi, en fait. Ouais, tu sors de la naïveté. Et en fait, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est d'en sortir trop tôt, parce que tu as plein de choses à apprendre en restant dedans. Donc non, moi je suis plutôt partisan de laisser les gens tranquilles longtemps. Après, il y a des gens, ils ont juste envie, tu vois, je sais pas, j'ai un petit neveu, il me casse les pieds pour apprendre à boursicoter. Il passe trop de temps sur TikTok, donc tu vois. Je vais pas résister non plus, tu vois. Je lui donnais un peu d'argent, je lui explique comment ça marche, on boursicote un peu ensemble, puis il apprend, et puis il est content de gagner un peu d'argent. Mais ça vient de lui, quoi. Jamais je me serais assis avec lui en lui disant « Alors, les marchés financiers ?» Non, mais pourtant, tu as une grosse influence dans le monde entrepreneurial. Je pense que même toi, tu le sens. Et donc, du coup, comment on crée cette influence? Parce que beaucoup de gens ont fait des choses qui sont similaires aux tiennes, je sais pas, mais qui ont des rôles similaires aux tiens, qui n'ont pas cette influence parce qu'ils sont plutôt cachés, parfois dans des bureaux, et ils restent un peu inconnus. Comment créer cette influence auprès du grand public? Ouais, j'en sais rien, tu me diras, hein, parce que moi, j'ai jamais voulu la créer. Enfin, moi, je faisais des confs dans un incubateur où Alice était. Elle a mis une caméra et elle a dit on va mettre ça sur YouTube. Moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais qui c'est qui va regarder ça, quoi. Donc, si tu veux, j'ai jamais fait de stratégie de content, j'ai jamais fait de stratégie de distrib. D'ailleurs, moi, je suis toujours étonné de ce que les gens font avec mes contenus. Hein. Récemment, j'ai découvert que j'étais une méga star de TikTok. Il y a un mec dans la rue qui m'arrête, il dit « Ouais, il est génial ton compte TikTok. » Je dis « Mais j'ai pas de compte TikTok. » Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de mecs qui faisaient des comptes TikTok de moi sur TikTok.
J'ai une amie, elle est médecin. Ouais. Et elle m'a dit que le truc le plus dur qu'elle ait vécu de son vie, c'est de vivre un stage à l'endroit où les gens sont en phase terminale de cancer. Et il y en a plein. C'est Des traces de motivation. Ouais, exactement, tu vois. Mais ça me fait rire parce que je vois bien comment je vois bien ce qu'ils font de moi, quoi. Mais moi, je l'aurais jamais fait moi-même de moi, ça. Et ça, je pense aussi que c'est l'une des raisons pour laquelle les gens aiment bien mon contenu. Et quoi qu'en disent tous les haters qui m'aiment pas, je pense que c'est pour ça que les gens m'aiment vraiment pas. C'est parce que je sens que les gens sentent que fondamentalement, je m'en bats les couilles. J'ai jamais fait une conférence, moi, je suis jamais monté sur scène en disant ah mon Dieu, il faut que les gens aiment ma conférence. Je suis vraiment, si t'aimes pas ma conf, ça me touche ni d'Ève ni d'Adam. Mais j'aime tellement la faire pour moi, et je prends tellement de plaisir à le faire, que je pense que ça se partage naturellement. Je pense que les gens, ils sont hyper heureux parce qu'ils voient que je kiffe et tout. Et ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, j'ai toujours fait des contents pour une seule raison, c'est apprendre. Ce qui me fascine, moi, c'est parler de sujets dont je comprends rien. Puis bon, comme je suis obligé d'en parler en public, j'apprends. Et en fait, donner des cours, c'est la façon la plus efficace d'apprendre des choses. Et comme je suis pas timide et que ça me fait marrer d'être un... L'effet Mickey Mouse me fait marrer. Tu vois, il y a un côté je trouve ça marrant. Mais souvent, d'ailleurs, quand les gens me connaissent dans la vraie vie, la remarque que j'entends toujours chez les gens qui passent de l'autre côté, c'est ah là là, t'es très différent sur YouTube. Et je me demande ce que les gens imaginent, quoi. Ils imaginent vraiment que chez moi, je monte sur la table tous les jours à déclamer des confs. Enfin, c'est trop bizarre. L'image de Wall Street. Ouais, c'est ça. Oui, mais justement, ces haters dont tu parles, qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit d'eux? De moi, je sais pas trop. D'eux qui sont beaucoup de temps libre. C'est quand même parce que pour hate quelqu'un, faut aller écrire des commentaires, faut aller regarder ses contenus. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir hate quelqu'un. Moi, quand j'aime pas un type, je le regarde pas. Je vais quand même pas aller lui dire. Enfin. Mais après, c'est peut-être que tu as aussi une influence que d'autres n'ont pas. Et donc, du coup, ils présupposent que ça te fait porter une responsabilité auprès d'un grand nombre de personnes. Peut-être que eux n'ont pas, du coup. J'ai entendu ce raisonnement une fois. C'est marrant que tu dis ça. Parce que moi, je me dis qu'il faut être sacrément timbré pour raisonner comme ça. Parce que, en fait, il faut être timbré à deux titres. D'abord, faut vraiment croire que les gens sont des abrutis. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on me qualifie de gourou. Gourou, c'est pas insultant pour moi. Moi, c'est plutôt cool d'être un gourou. Tu vois, tu t'imagines là, comme ça. C'est insultant pour les gens qui suivent. C'est insultant pour les gens qui suivent. Et en fait, ces gens-là, ils insultent tous les followers. Mais la vérité, c'est qu'en fait, les gens, ils savent très bien faire la part des choses. Ils savent très bien le pouvoir du storytelling, etc. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que... Et moi, je le vois, par exemple, j'adore les grands storytellers. Pendant le Covid, on a fait un truc génial. C'est qu'on avait un chef qui venait tous les soirs cuisiner chez nous, comme tous les restaurants étaient fermés. On a pu faire venir les meilleurs chefs de Paris cuisiner ici. Et il y a un chef irlandais, c'était un maître du storytelling. Il avait un truc vraiment spécial. Il venait, il disait, il te regardait comme ça, il disait « This plate, it's from my grandmother. She was very poor. She didn't have much. But when she cooked with love. » Et tout le monde à table était « Waouh, c'est incroyable !» Et le plat changeait de goût. Et mon coloc... Ça a de l'influence. Bien sûr que ça a de l'influence. Et donc mon coloc et moi, Sofiane Pama, on en parlait, on disait on a tellement l'habitude du storytelling qu'on voit ce qu'il est en train de faire. On sait que c'est bullshit, on sait qu'en fait sa grand-mère elle a jamais cuisiné ça, que ça m'étonnerait qu'elle cuisinait aussi bien, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on a envie d'y croire, parce qu'y croire, ça nous rend heureux. Et ça change le plat, et ça change le goût, et ça change l'expérience. Et c'est ça le pouvoir des histoires. Le pouvoir des histoires, c'est pas une quête de vérité. Le pouvoir des histoires, c'est une quête de magie. C'est une quête de j'ai envie de mettre un peu de poésie dans ce monde. J'ai envie de mettre quelque chose qui fait que ma journée elle est différente et elle m'illumine. Et que après, est-ce que vraiment c'était de cette couleur à tel moment? On s'en fout de tout ça en fait. On veut une bonne histoire. Mais alors ceux qui adhèrent pas à l'histoire et qui du coup peuvent critiquer ce storytelling comme une forme de mensonge, un peu comme on peut critiquer la publicité parfois à certains aspects, eux il leur manque quoi du coup, de la magie?
Ouais, je pense. Et surtout, moi, encore une fois, moi, ce que je comprends pas, c'est en quoi ça les touche. Parce que, encore une fois, moi, il y a plein de storytelling qui me touchent pas. Chaque fois que j'ouvre YouTube, là, je tombe sur les mecs, là. Si tu veux avoir une bagnole comme la mienne, moi, je comprends Salut pas. à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Oui, je comprends pas ces ça me touche pas, ce storytelling. J'appuie sur skip. Je me suis jamais dit, tiens, je vais aller passer 2 heures à regarder une vidéo pour aller insulter le mec en commentaire. Encore une fois, c'est une démarche hyper étrange. C'est une démarche de gens qui ont de toute évidence beaucoup de temps libre dans leur vie. Oui, mais du coup, on rentre dans la contradiction, mais il y a cette logique aussi peut-être qu'en fonction des individus et en fonction des personnes, tu vas avoir des mentalités beaucoup plus collectives, beaucoup plus individuelles. Et peut-être que toi, tu conçois les choses de manière plus individuelle que d'autres qui sont habitués à des structures collectives dont chaque acteur a aussi ce rôle par rapport aux autres. Et c'est peut-être ça qu'ils voient chez toi. Si ce que tu dis est vrai, ça me fait vraiment de la peine pour eux. Mais je te prends un exemple tout con. Moi, j'avais fait un post sur LinkedIn en disant que comme c'était le Covid et qu'on était en train de monter notre boîte et que du coup c'était le début, on travaillait également le week-end. Et je demandais si avec la crise sanitaire, comme du coup de toute façon tout le monde est chez soi, est-ce que entre le week-end et la semaine, il y avait une différence? Est-ce que c'était encore tabou d'en parler? Et je m'étais pris un bad buzz lié à ça parce que les gens pensaient que je voulais leur enlever leur week-end. Mais peut-être qu'il y a réellement des gens qui ont la capacité de leur enlever leur week-end, des politiques, des chefs d'entreprise. Et donc c'est peut-être ça qui titille les gens. Peut-être qu'ils ont peur que tu leur enlèves leur week-end aussi. Ouais. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire que les gens soient si bêtes. Je pense pas. Parce qu'en fait, qui peut croire que tu as suffisamment d'influence en France pour enlever les week-ends de qui que ce soit? Ah, ça, c'est sûr que je l'ai pas. Mais tu vois, donc vraiment, mais c'est quoi cette fiction? Non, c'est que les gens, ils ont du temps libre, c'est tout. Ils trouvent un type sur qui taper, ils ont trouvé une bonne excuse pour taper. Je veux dire, le troll, ça commence quand même par un gros niveau de mauvaise foi. Je veux dire, si les trolls étaient des gens subtils, dans le détail, et qui prenaient un peu toutes les dimensions du problème, bah, ils trolleraient personne. Donc, tu vois, cette démarche de mauvaise foi, elle a quand même une énergie qui est qu'ils ont que ça à foutre. J'ai l'impression que ça t'aide presque dans ton business aussi d'avoir Bah non, mais les haters, c'est le plus grand marketing que tu peux avoir. Ils font un bruit, ils font beaucoup de mouvements, en fait. Après... Est-ce que c'est peut-être dur à gérer aussi? Est-ce que parfois tu as eu des problèmes d'un point de vue des affaires parce qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient? Non. On a jamais eu de vrai bad buzz, donc. Mais récemment, je suis tombé sur un bad buzz qui m'a fait beaucoup rire. C'est une influenceuse qui grosso modo passe son temps à donner des leçons d'écologie. Et elle s'est pris une squad de mecs qui lui sont tombés dessus en mode alors ça c'est pas écologique, ça c'est pas écologique, ça c'est pas écologique. Puis alors elle a très 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 mal réagi et comme elle a été piquée au vif, elle s'est justifiée. Et alors là c'est la fin des haricots parce qu'en fait never feed the troll, c'est la règle numéro 1 quoi. Et moi ça m'amusait de regarder ça sur Instagram. Et parce que ce qui m'amusait, c'était pas tant les trolls que finalement l'influenceuse qui en fait en faisait une affaire personnelle que tout le monde l'aime. Et je pense que c'est ça qui fait qu'après c'est destructeur. Il y a un comique que j'adore qui s'appelle Romain Fraissinet. Ouais. Et il a fait un sketch que j'adore. Et il dit ce week-end je me suis rendu compte d'un truc. C'est que quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui est pas d'accord. Il y a au moins un mec sur Terre qui est pas d'accord avec toi. Et après, je me suis rendu compte d'un truc encore pire, c'est que quoi que tu dises, eh ben en fait, il y a un mec qui est d'accord avec toi. Et il dit un truc du genre, imagine tu viens et tu dis les pyramides ont été construites par les kangourous reptiliens. Eh ben il y a au moins un mec sur Terre qui va dire, eh ben oui, enfin, on parle des vrais sujets. Enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi. Enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et il disait, il faisait tout son sketch là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans cette prise de conscience, c'est que ça montre ce que la parole sur YouTube, etc. a créé. La parole sur YouTube, c'est une parole sans permission. Aujourd'hui, quand tu mets une vidéo sur YouTube, t'as pas besoin d'aller séduire un producteur ou un rédacteur en chef pour que soit. C'est moi, je suis mal coiffé, j'ai des taches sur mes chemises, je monte sur scène, je fais des vidéos et puis des milliers de gens en regardent. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, effectivement, ça les rend malades. Ils se disent, mais c'est pas possible, c'est pas à la hauteur.
Il faut être Qu'est-ce en qui- costard cravate. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gens, d'écouter des âneries pareilles. Ils ont rien compris et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le corollaire de l'absence de permission fait que les énergies négatives n'ont aucune influence. Avant, le bad buzz, c'était important. Pourquoi? Parce que c'était une pression qu'on pouvait nommer sur une personne. On pouvait aller voir le rédacteur en chef de TF1 et dire « c'est inadmissible ce que vous avez publié ». Ah, tu vas voir qui, là? YouTube. Tu vois, c'est ça. Non, mais je pose d'abord la question, vu les régulations qui commencent à y avoir aussi. Pas sur ça, hein, parce que c'est pas des régulations, plutôt des régulations sur les sujets un peu dramatiques, Oui. mais tu peux toujours dire que les aliens ont construit des pyramides, personne va te l'enlever. Hein. Non, mais je sais que nous, on a des vidéos, par exemple, qui sont... on a fait une vidéo avec Fiona Oslo, qui est une influenceuse, et on sait que la vidéo a été démonétisée partiellement parce qu'on parle de harcèlement qu'elle a vécu. Donc, elle est en train de raconter son harcèlement et la vidéo est démonétisée. Donc, il y a quand même des outils de contrôle aussi. Ouais, mais c'est de la démonétisation, c'est pas... Oui, mais c'est à la fin du monde. Tu vois, mais encore une fois, ça t'enlève pas l'opportunité de la publier, quoi. Non, ça c'est sûr. Et ça, c'est incroyable à quel point ça change tout. Moi, je pense que les gens sous-estiment à quel point l'absence de permission a changé les dynamiques de pouvoir. Les gens croient toujours qu'il y a des permissions. Deux questions qu'on pose à tous nos invités à la fin de chaque interview, c'est qui tu aimerais voir sur le crayon dans des interviews un peu contradictoires, un peu longues comme ça. Qui j'aimerais voir moi, je pense que l'entrepreneur qui devrait plus parler en France, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes à raconter, c'est Teddy Pellerin de Hitch. Ok, très bonne Parce idée. que Hitch, c'est quand même une boîte iconique de l'écosystème français. Il a réussi à survivre, il a réussi à en faire quelque chose de bien. Alors que pour le coup, lui, il a vraiment eu tout le monde contre lui. Et pas des Français, pas des petits, ouais. Ouais, exactement. Donc, c'est intéressant. Très bonne idée, on l'invitera. Et la dernière question, qu'est-ce que ça t'évoque la phrase « trace tes contours » ? C'est Trace le tes slogan de contours. Mika. Trace tes contours. C'est un sujet philo, c'est ça? C'est bac du philo aujourd'hui. Effectivement, c'est le bac des filles aujourd'hui. C'est une libre interprétation de la phrase. Le but, c'est pas de deviner ce que nous on veut dire. D'accord. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Moi, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de tracer mes contours, en fait. Je trouve que je préfère avoir une vision impressionniste du monde. Je trouve que quand tu te dis trace les contours, c'est-à-dire ça y est, le projet est fini. Trace tes contours. Trace tes contours, encore pire les tiens, tu vois. Il y a un côté narcissique. Donc non, moi je préférais efface tes contours et continue à t'étendre. Ok. Merci Oussama. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette interview. Likez, commentez, partagez. Retrouvez évidemment ce que fait Oussama sur ses réseaux et sur The Family. C'était Valorant pour le crayon. On se retrouve très bientôt. Ciao.